Le piège de l'illusion géocentrique. L'illusion géocentrique place la matière dense, solide, à la première place, reléguant la lumière à un simple éclairage ou à l'opium d'un peuple un peu faible d'esprit. Ce piège, conséquence d'une erreur fondamentale de perception du monde, est simple, mais redoublablement efficace. Notre éducation nous formate inconsciemment sur un référentiel erroné. Quand un petit bonhomme, une petite bonne femme naissent sur Terre, dans la poche des os qui vient de se rompre, pour laisser naître l'enfant à l'air libre, nous l'avons évoqué, nous ne trouvons pas de mode d'emploi, pas de notice de fonctionnement. Les parents transmettent à leur enfant par imprégnation et par l'éducation qu'ils lui prodiguent leur mode de vie et leur conscience du monde. L'école, ensuite, formate les enfants et leur donne les outils pour vivre dans la société et les conformer à ses règles de vie. Devenu adulte, il reproduira le plus souvent fidèlement les schémas ancrés dans son subconscient depuis sa plus jeune enfance, ou parfois s'y opposera. Ce modèle de société fondé sur la conscience géocentrique du monde correspond-il à une stratégie adaptée à la réalité de notre planète, de notre univers ? Répond-il à la nouvelle conscience qui émane partout dans le monde, ou ne cherche-t-il pas simplement à plaquer, par habitude, des structures anciennes devenues trop étriquées qui ne nous permettent plus d'accéder au bonheur individuel et collectif ? Par méconnaissance de la réalité héliocentrique de notre système solaire. Cela vous étonne ? Alors je vous propose de continuer la lecture, vous y trouverez des réponses. De surcroît, actuellement, beaucoup de produits que l'on présente à nos enfants dans ce monde moderne ne font plus vraiment référence à la planète Terre qui les accueille. Comment leurs sens peuvent-ils étalonner, ne serait-ce qu'instinctivement, leur intelligence biologique avec des laits en poudre, des couleurs fluo, des produits en conserve, des arômes artificiels et des exhausteurs de goût ? Cette civilisation, développée sur une conscience géocentrique, en apparence nous facilite la vie, mais nous sépare de sa réalité vivante. Pour nous mener où ? Nous passons peu à peu d'un sentiment de gratitude envers la nature généreuse de la terre, fécondée par la lumière du soleil, qui offre leurs fruits à notre travail, à une sensation de dépendance envers des systèmes de production économique qui contrôlent et asservissent les consommateurs, obligés que nous devenons un peu plus chaque jour. Sans oublier les dégâts imposés à la Terre. Notre conscience change, mais le cadre de notre espace de vie reste toujours le même entre ciel et terre. Le ciel et la terre sont notre référentiel auquel chacun a ou devrait avoir naturellement accès. Revenons à un référentiel de base que nous pouvons comprendre aisément. C'est une évidence à notre conscience d'aujourd'hui, les 5 éléments de Platon. Les anciens, bien intégrés dans leur milieu, proposaient des modèles de réflexion simples pour appréhender avec sagesse le monde dans lequel nous vivons. Sur les traces de Platon, lançons-nous dans l'exploration du macrocosme, du microcosme et des éléments qui les composent pour éclairer les hommes modernes que nous sommes. Nous allons découvrir que la célèbre maxime inscrite sur le fronton du temple de Delphes « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux » est tout à fait accessible à notre intelligence d'homme du XXIe siècle. L'humanité a fait du chemin depuis Platon, et ce qui était réservé aux érudits, aux philosophes, est aujourd'hui accessible à chacun de nous. Pour comprendre, réunissons les éléments mis à notre disposition et reconstituons le puzzle, un jeu d'enfant. Entrouvons cette porte vers la connaissance, non par intérêt historique, mais par intérêt personnel pour tenter de mieux vivre notre quotidien. Nous l'avons déjà évoqué, l'univers dans lequel nous vivons est le macrocosme. Dans cet univers, chaque être humain est un univers en miniature, un microcosme, créé à l'image du macrocosme dans lequel il vit et dont il tire sa subsistance. Il semble logique et normal que la créature appelée à vivre dans la création puisse communiquer avec les différents états de la matière.
L'univers est constitué de 5 éléments. L'homme prend contact avec ces différents états de la matière par l'intermédiaire de ses 5 sens. 4 éléments principaux sont individualisés. La matière solide, l'élémentaire correspond au toucher. La matière liquide, l'élément eau, correspond au goût. La matière gazeuse, l'élément air, correspond à l'odorat. La matière ignée, l'élément feu, dont la manifestation est la lumière, correspond à la vue. Le 5e élément, pour Platon, correspond à l'univers des étoiles. À cette époque, pas de télescope, ni d'outils pour renseigner sur le monde au-delà des frontières de notre système solaire, ni de microscope ou de technique pour explorer le monde en deçà du millimètre pour explorer la matière. Ce 5e élément se trouve aussi associé à la notion d'éther, de quintessence. Ne correspondrait-il pas à la vibration perçue par l'ouïe, à la vibration du Verbe qui ordonne la matière de l'univers? C'est un domaine à explorer. Pour l'instant, il ne nous est pas utile pour la mise en évidence du mécanisme du piège de l'illusion géocentrique. Nous reviendrons sur l'importance du son plus loin dans nos découvertes. Le piège de la perception géocentrique de l'univers est fabriqué par l'instruction que l'on reçoit. Il y a quelques 50 ans à l'école, voici ce que j'ai appris. Pour vivre, l'homme a besoin de manger, de boire et de respirer. N'est-ce pas aussi ce que l'on vous a enseigné? C'est l'éducation géocentrique qui dépose le germe de l'égarement dans le fruit, la cause de tous les conflits. Manger, c'est communier avec la matière solide. Boire, c'est communier avec la matière liquide. Respirer, c'est communier avec la matière gazeuse. La lumière. Luminer, luminons, je lumine, tu lumines, il ou elle lumine. La lumière est totalement oubliée dans cette présentation des éléments de la vie. Luminer, ne serait-il pas un verbe à inventer pour exprimer notre communication, notre communion avec la matière ignée? Quant à l'éther, n'en parlons pas. Et peut-être l'univers présente-t-il d'autres états que nous ignorons, faute de sens éveillés pour les appréhender. Valoriser ainsi les éléments sur la perception bien réelle pour nous, mais illusoire de nos sens, nous enferme inconsciemment dans un obscurantisme moyenâgeux, contraire à toute vérité. Qu'elle soit astronomique, la Terre n'est qu'une poussière dans l'univers, qu'elle soit scientifique, la physique quantique nous montre la réalité énergétique de notre univers, ou spirituelle, l'homme est dans son essence lumière éternelle et dans son existence matière biologique. Cette méprise hiérarchise implicitement dans notre conscience, mais surtout dans notre inconscient, les éléments dans un ordre spécifique qui conditionne notre comportement et notre conscience en mettant au premier plan la terre, puis l'eau, puis l'air. Pour vivre, je dois manger, boire, respirer. Et la lumière? Le piège de l'illusion est en place. Avec cette conception encore d'actualité aujourd'hui en Occident, nous opposons l'esprit et la matière, allant jusqu'à rejeter l'esprit pour ne garder que la matière et utiliser l'énergie. Cela nous met dans une stratégie de vie et d'adaptation totalement inadaptée au développement naturel de nos capacités humaines. Le défi de notre vie, le défi d'être humain, est-il de se contenter de singer l'animal, les yeux fixés sur un territoire que l'on essaie de s'approprier et de protéger de façon plus ou moins belliqueuse? N'est-il pas plutôt d'ouvrir notre conscience d'être humain pour intégrer consciemment la dimension du subtil dans le quotidien de notre matière vivante? Tout le génie humain, toute son intelligence est pervertie par cette erreur fondamentale, à l'image du gaucher contrarié qui toute sa vie subira le conflit entre ses deux cerveaux et par sa dyslexie sera dans le défi permanent d'essayer de remettre les lettres dans le bon ordre pour bien orthographier ce qu'il écrit. Quand des pédagogues ou des guides spirituels se présentent et tentent de rétablir la vérité pour réajuster ou
paramétrer notre humanité individuelle et collective à la réalité de l'univers, c'est la croix et la bannière. En remettant en question ce qui édifie notre structure mentale, ils sont rejetés. Le lynchage médiatique qui réduit au silence remplace la crucifixion d'hier. Même Jésus, divin cadeau venu incarner la conscience christique du Fils et manifester Dieu dans l'incarnation, a été crucifié par l'obscurantisme du mental humain, pour le moins ténébreux. L'Orient traditionnel n'a pas opposé l'esprit et la matière, évitant ainsi le choc des contraires. La culture chinoise traditionnelle n'a pas fait la même erreur. Elle offre une conscience, une approche différente pour décrire ce monde dans lequel nous vivons. Dans la médecine traditionnelle chinoise, l'inconcevable, l'innommable, l'esprit se manifeste dans une polarité binaire du yin et du yang. Il y a continuum de l'énergie la plus subtile, le grand yang, à la matière la plus dense, le grand yin. Cela permet le jeu de l'esprit par des échanges et des transmutations permanentes d'un état à un autre. Les contraires ne sont pas cristallisés et figés dans leur opposition apparente. Ils se fondent l'un dans l'autre, comme la nuit s'efface dans l'aube naissance du jour levant, qui à son tour, dans la douceur du crépuscule, s'estompe pour disparaître dans la nuit. Dans notre vie quotidienne, les différents états de la matière se transmutent insensiblement de l'état solide au liquide, au gazeux, aligné et vice-versa. Nous avons déjà vu l'impermanence et l'interdépendance sont exprimées comme une loi générale de la vie dans l'enseignement bouddhiste. Bien sûr, en apparence, ces éléments sont opposés, mais faisons chauffer la glace. Du solide, on passe au liquide, puis au gazeux, refroidissant le métal, flamboyant en fusion, du liquide et lumineux, il reprend son état solide et terne. Si dans notre vie nous faisons tout à l'envers, tout va mal, quoi de plus normal? Et oui, le petit bonhomme au XXe siècle fait son apprentissage de la vie sur Terre comme le faisait l'homme de Cro-Magnon, guidé par une conscience géocentrique. Il serait peut-être bien d'adopter une nouvelle stratégie plus adaptée à la réalité de l'univers dans lequel nous vivons et dont nous avons au XXIe siècle une plus juste connaissance scientifique et spirituelle. Et cela, simplement, pour ne plus marcher sur la tête. Si Tartampion fait tout à l'envers dans sa vie, tout va mal pour lui, quoi de plus normal, et plus il en fera, et plus cela risque d'aller mal. Voyons comment notre représentation des éléments structure nos valeurs sociales et personnelles. Le point de vue géocentrique et sa hiérarchisation des éléments. À la première place s'impose l'élémentaire, c'est le plus dense, on peut le toucher, s'appuyer dessus, construire sa maison, on le modèle, on le mange, et même on peut le posséder. C'est quelque chose de tangible, c'est du solide. Son importance est telle dans notre psyché que même notre planète porte son nom, la Terre. Vient ensuite l'élément eau, déjà plus difficile à discipliner. On ne peut le former. Si on veut le saisir, il nous glisse entre les mains, nous file entre les doigts. Pour le conserver, il nous faut un récipient, sinon il s'infiltre dans la terre ou s'évapore dans les airs. Quant à l'état gazeux, l'air, n'en parlons pas, on ne le sent même pas, sauf quand le vent souffle trop fort. Et la lumière, manifestation de l'élément igné, on ne la voit même pas, et le soleil, lui, est si loin. La terre, l'eau, l'air et la lumière dans notre vie. Chaque élément est indissociable du tout. Notre curiosité persévérante va encore nous révéler bien des secrets utiles pour l'enrichissement de notre vie quotidienne. Pour avoir une vue d'ensemble, une meilleure compréhension de l'incidence de ces différents états de la matière dans nos vies, profitons du progrès et montons dans une fusée. Avec ce moyen, merci à la science moderne, nous pouvons prendre de la hauteur et observer notre Terre vue du ciel. Accrochons nos ceintures. En orbite, nous voyons la Terre de l'espace, une sphère dont une partie est éclairée à dominante bleu-vert et une partie
est baignée dans l'obscurité. Intéressons-nous à la ligne d'horizon de la Terre. Les éléments s'y répartissent de part et d'autre. Deux éléments constituent le globe terrestre tangible, la matière solide, la Terre, et la matière liquide, l'eau. Les deux autres éléments, à peine visibles, enveloppent cette sphère dense, la matière gazeuse, l'atmosphère, et la matière ignée, la lumière qui la baigne dans son halo. Regardez bien, de là-haut, avec une bonne vue, aidée d'une longue vue, nous apercevons un petit bonhomme, peut-être vous-même, qui les yeux rivés sur sa terre, s'y est installé comme pour l'éternité, durant la courte durée de sa vie biologique. Du dense au subtil. De cette altitude, nous comprenons aisément comment les valeurs géocentriques se sont hiérarchisées sur la Terre et ont organisé la vie sur la planète. L'élémentaire. Là où je pose mes pieds, tu ne peux poser les tiens. C'est ma place. Là où j'ai ma maison, tu ne peux avoir la tienne. Là où j'ai planté mes salades, tu ne peux élever tes escargots. L'élémentaire prédispose naturellement aux valeurs territoriales, justifiant l'avoir et l'exclusion. L'homme s'est naturellement identifié à ces valeurs, et la civilisation se développant, les humains ont reproduit ce modèle à grande échelle. Ils se sont organisés en pays, leur pays, ils ont défini des limites aux territoires qu'ils se sont attribués, ce sont les frontières. À l'intérieur de ces lignes de séparation, tout ce qui s'y trouve est censé leur appartenir. L'élémentaire, par sa nature dense et stable, se prête à ce jeu. Cette tendance est un aspect de la conscience humaine qui s'approprie et sépare les choses. Les frontières terrestres sont réelles, durables, tangibles. Là où est la France ne peut être l'Espagne, c'est une évidence, une vérité au millimètre qui peut durer des siècles. Nous sommes dans l'éternité apparente dans laquelle les terriens se sont installés. L'élément liquide, l'eau, plus fluide, répond moins volontiers à cette prédisposition possessive des hommes. Bien sûr, on peut s'approprier une source, mais l'eau qui jaillit en permanence ne peut se garder. Elle a vite fait de déborder si on veut la retenir. Elle coule et s'en va vers d'autres contrées. Pour la contrôler, il faut un subterfuge, l'emprisonner dans l'élémentaire, la mettre dans un récipient. Alors on peut même la vendre en morceaux d'un litre. Ils sont malins, les humains. Les règles qui s'appliquent si bien à l'élément solide ne correspondent plus vraiment à la nature de l'élément liquide. Peu importe, rien ne rebute l'homme. Les humains ont créé des frontières maritimes. Il suffit de tirer un trait virtuel sur ce milieu fluide qu'est la mer et de décider « tout ce qui est de ce côté du trait m'appartient ». Mais l'eau se moque bien de cette interprétation illusoire et erronée. Elle circule librement, se moquant des dictats humains. L'élément air, moins dense et plus subtil, nous interroge à nouveau sur notre erreur de perception de l'univers. Les humains vont-ils ouvrir les yeux et adopter une nouvelle lecture plus adaptée à la réalité ? Eh bien non. Les frontières aériennes fleurissent et l'on établit des plans verticaux totalement virtuels pour leur donner une légitimité. On les aligne sur le référentiel plus dense que sont les frontières terrestres ou les frontières maritimes. C'est une sorte de nivellement par le dense ou par le bas. L'élément subtil n'existe qu'en ce qu'il correspond à l'élément solide. Mais la libre circulation de l'air se moque bien de la délimitation des humains. Il souffle où il veut, comme il veut. Il me vient à la conscience l'expression « libre comme l'air ». Il y a seulement une exception dans l'histoire. Le nuage atomique de Tchernobyl n'a pu franchir, nous a-t-on dit, la frontière française et s'est arrêté à la frontière allemande. Ainsi, quand on progresse vers les états moins denses de la matière, le point de vue géocentrique induit une distorsion progressive entre la réalité de notre milieu et la conscience que nous en avons. Cela introduit dans l'organisation de notre quotidien une désynchronisation avec notre milieu. Toutes sortes de disharmonies en découlent. Ce sont autant d'obstacles à notre bonheur individuel et collectif, car notre vie n'est plus en résonance avec les lois de la nature et les éléments de la terre. Plus on s'élève vers le subtil, et plus on joue faux la partition de notre vie. L'élément lumière.
nous fait franchir un nouveau pas. Essayons d'enfermer la lumière dans le creux de nos mains, puis regardons par un petit trou aménagé entre nos doigts. Surprise, la lumière a disparu. Et oui, vouloir enfermer la lumière, emprisonner la lumière, c'est la faire disparaître. La lumière est matière et énergie. Cette information n'est qu'une partie de la réalité, car la lumière est aussi conscience. Jésus, nous l'avons vu, identifie la lumière à la manifestation de l'esprit qui œuvre dans le monde. Pour exprimer cette nouvelle qualité subtile d'expression de la vie, le verbe être se substitue au verbe avoir, approprié aux états denses de la matière. L'affirmation de Jésus « Je suis la lumière du monde » et non « J'ai la lumière du monde » est à elle seule tout un enseignement. Nous n'avons pas su recevoir et intégrer dans notre conscience la signification de cette vérité. Patience, tout va s'éclairer de façon simple et logique au cours des pages qui suivent. Et si notre compréhension de l'univers était fausse et nous menait dans une impasse? Mais nous pouvons déjà nous interroger. La nature permettra-t-elle un jour à l'être humain de conscience géocentrique de dominer la lumière du ciel, comme il croit le faire pour l'eau et pour l'air? La conscience cosmique se manifeste par et dans l'essence même de la lumière. Cette force gère à la perfection l'histoire de l'univers et les milliards d'étoiles accessibles à notre conscience. Et peut-être existe-t-il des univers hors de portée de notre conscience. Cette intelligence universelle laissera-t-elle l'humanité établir un asservissement de la lumière en imposant des frontières lumineuses sur les valeurs étriquées et fausses de l'avoir que nous avons érigées en droit sur notre minuscule planète? Ce n'est pas du tout certain, même si quelquefois on peut faire un peu d'ombre à son voisin, mais ceci est une autre histoire. Nous sommes aveuglés par la représentation fausse que nous donnent nos sens et par les mesures mécaniques et énergétiques que nous donnent les appareils que nous construisons. Nous croyons aux merveilles, un peu par orgueil ou par un certain manque de modestie, que nous sommes le summum de l'intelligence dans un univers chaotique fruit du hasard. Un simple changement de regard nous permet de comprendre qu'avec cette mentalité, bien que baignés dans cette lumière universelle qui est vie, amour et conscience, nous restons dans les ténèbres de l'incompréhension de notre cadre de vie, que nous ne savons que détruire. Un peu de patience, nous allons voir qu'une lecture spirituelle du monde, associée à la connaissance matérielle que nous en avons actuellement, loin de faire de nous des simples d'esprit, peut nous ouvrir à une toute autre richesse individuelle et collective, pour notre bonheur. Mais un peu de patience.